Comme Percival et ses amis dorment, Lancelot reste éveillé toute la nuit et va voir les vies perdues dans cette guerre. On voit le corps de l'un des commandements. Lancelot reste très sérieux face à la situation, mais soudain, une fille apparaît et lui dit qu'au total, 2 chevaliers sacrés, 3 géants, 7 fées et 1 prisonnier sont morts. Elle se jette là où se trouvent les corps, disant que ce sont peu de pertes, compte tenu du fait qu'ils ont affronté le roi Arthur et 2 commandements, en faisant référence à Mélagalan et Melascula. Elle ajoute ensuite que les commandements ont été manipulés par le roi Arthur et que c'est impressionnant qu'ils aient subi une autre défaite, malgré leur puissance. Lancelot lui demande si elle prie pour le bien-être de ces gens et dit qu'il ne s'attendait pas à moins de sa part, mentionnant qu'elle était Ti. Elle répond à Lancelot qu'elle ne prie pas pour les commandements, mais qu'elle éprouve de la compassion pour eux. Elle lui dit qu'elle est déçue de lui parce qu'il a laissé le meurtrier s'échapper et a permis que le prisonnier soit tué, disant que c'était une énorme erreur. Ces mots dérangent un peu Lancelot. Elle lui dit qu'il n'a aucune idée de l'impact que cela a sur les gens, mais il réplique qu'elle ne comprend pas ses sentiments, la traitant de vieille bique. À la fin, elle lui dit que lire les pensées et comprendre les sentiments sont 2 choses différentes, et lui conseille de prendre un peu d'air frais de nuit pour lui éclaircir les idées, en l'appelant un gamin avant de partir. En regardant la lune, Lancelot se souvient d'une femme qui lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle ne savait pas ce qui arriverait si ses sentiments pour lui devenaient publics, ce qui pourrait l'empêcher de rester à ses côtés. Ces souvenirs éveillent fortement les sentiments de Lancelot, et il se rappelle être plus jeune, embrassant cette fille qui lui avait dit qu'elle lui appartenait. Ces souvenirs font sourire Lancelot, en disant que cette fille était très étrange et qu'elle avait l'habitude de lui dire qu'elle l'aimait parce qu'elle était sa fan et avait entendu beaucoup de choses sur lui. Pendant ce temps, ailleurs, le fils de Méliodas s'entraîne toute la nuit. Il se plaint que son père le traite toujours comme un enfant, empestant à ce sujet. Pendant ce temps, Gawain pleure en se souvenant des paroles que son frère aîné lui disait. Enfin, l'aube arrive, et nos héros semblent avoir été invités à rencontrer le roi Méliodas. Anna est inquiète parce qu'elle ne pensait jamais rencontrer Méliodas, tandis que Percival dit qu'il a encore sommeil. Plus tard, il se trouve devant la salle d'audience, et le chevalier gardien dit à Percival de s'adresser au roi Méliodas avec respect et de l'appeler roi Méliodas. Les portes s'ouvrent, et à l'intérieur de la salle, il trouve la reine Élisabeth et Téti. Élisabeth les accueille chaleureusement, et Téti leur dit qu'elle est la reine Élisabeth. Percival dit qu'elle est belle, tandis qu'Anna dit qu'elle a déjà vu son visage quelque part. Il réalise alors qu'elle est la mère du prince Tristan. Élisabeth est vraiment éblouissante, et elle les remercie d'avoir combattu pour le royaume la veille. Le naïf Donny flirte pratiquement avec elle. Anna demande si le roi Méliodas n'est pas présent, et Méliodas apparaît, souriant joyeusement à tout le monde. Anna demande qui est ce garçon, et Percival lui dit que c'est Méliodas. Elle dit que ce n'est pas possible, que le roi Méliodas ne peut pas être ce petit gars. Natien dit qu'il s'agit peut-être du frère de Tristan, et la reine Élisabeth confirme qu'il s'agit du roi Méliodas, son mari. Méliodas leur dit que Tristan est leur fils. Anna ne comprend rien, car l'image qu'elle avait du roi Méliodas était différente, et elle est très triste, car son idéal de Méliodas a été brisé. Méliodas leur dit de passer au sujet suivant, disant qu'il a entendu de Lancelot qu'ils ont travaillé dur en tant qu'équipe, remerciant Anna, Donny et Natien d'avoir aidé Percival à arriver à Lyonesse. Percival dit que oui, c'était grâce à eux, mais lorsqu'ils se tournent pour les regarder, ils ont des visages tristes. Percival demande ce qui ne va pas, et le roi Méliodas lui dit de le laisser dire quelque chose de cruel. Il leur demande s'ils sont prêts à dire au revoir, ce à quoi Percival demande ce que cela signifie. Anna dit que c'est la triste réalité, et Natien dit qu'au fond de lui, il le savait déjà. Percival demande de quoi il parle. Anna dit à Percival qu'il est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse de la prophétie, mais malheureusement, ils ne le sont pas encore. Natien ajoute qu'ils ne sont même pas des chevaliers sacrés, et Donny précise que si Percival continue avec eux, cela ne fera que retarder son chemin. Percival commence à pleurer en demandant de quoi il parle. Anna lui dit qu'il devrait comprendre. Il répond qu'il n'a même pas pu aider lors de la bataille d'hier, donc ce qu'ils lui disent n'est qu'une excuse. Il commence à demander à chacun d'eux s'ils sont de vrais amis. Donny lui crie de ne pas être un pleurnichard et le frappe au sol, lui disant qu'il est celui qui doit sauver ce monde désormais. Il lui dit qu'ils sont bien sûr ses amis, que c'était une question stupide. Natien, en pleurant, dit qu'il voulait aussi voyager avec lui. Anna lui dit qu'un jour elle deviendra chevalier sacré et qu'ils pourront se battre ensemble, lui demandant de l'attendre jusqu'à ce grand jour. Percival pleure en tenant la main d'Anna, et ils pleurent tous avec lui. Méliodas leur dit qu'il pense qu'ils comprennent mal la situation. Anna lui crie de lui dire ce qu'il pourrait mal comprendre. Élisabeth apporte une épée à Méliodas, et il la dégaine, demandant à Natien, Donny et Anna de s'approcher de lui et de s'agenouiller. En s'approchant d'eux, il leur dit de ne pas bouger, plaçant l'épée à côté d'Anna. Il dit qu'en tant que roi de Lyonesse, il nomme Anna chevalier sacré. Il nomme également Donny chevalier sacré, et enfin, il nomme Natien chevalier sacré. Puis, il dit à Percival que c'est son tour et le nomme chevalier sacré des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il lui sourit avec un regard ferme alors que Percival pleure. Méliodas ordonne à Anna et aux autres d'aider Percival, ce à quoi Anna répond qu'il parlait d'un adieu il y a un instant.
Méliodas leur dit que c'est un adieu à une vie normale jusqu'à la fin de cette guerre. Il leur explique que le destin du monde est maintenant entre les mains d'enfants comme eux, ce qu'ils regrettent, mais pour protéger Britannia, il a besoin de leur aide. Ils acceptent tous et forment une nouvelle équipe appelée l'équipe Percival. Méliodas dit ensuite aux enfants qu'il va les emmener à la salle des opérations. Il ouvre la porte où les autres chevaliers sacrés sont rassemblés. Ils se plaignent que l'équipe Percival est encore en pyjama. Tristan leur demande s'ils ont bien dormi. Lancelot dit à Percival de s'asseoir à côté de lui, et la première chose que Percival demande est si tout le monde a pris le petit déjeuner. Méliodas dit que tout le monde est déjà rassemblé, mais Percival remarque que Gawain manque à l'appel. Cependant, elle apparaît, et la femme qui la porte, Isolde, demande si Gawain fait vraiment partie des cavaliers de l'Apocalypse. Un chevalier nommé Chion dit à Gawain que les enfants ne devraient pas être à cette réunion, alors elle enflamme ses cheveux. Soudain, le feu dans les cheveux de Chion disparaît et Téti apparaît à côté de Méliodas, disant à tout le monde d'arrêter de faire tout ce bruit si tôt le matin. Méliodas présente Téti en disant qu'elle possède les plus grandes capacités magiques du royaume et qu'elle est la mage exclusive d'Élisabeth. Téti demande à Méliodas de commencer déjà, s'il vous plaît. Dony n'en revient pas de la manière dont elle parle au roi. Méliodas commence par remercier les cavaliers de l'Apocalypse qui détruiront le monde d'être venus. Percival lui dit qu'ils ne détruiront pas le monde, mais Méliodas dit que le monde qu'ils détruiront est celui créé par le roi Arthur, c'est-à-dire Camelot. Natien est excité, car cela signifie que Percival et les autres sauveront Britannia. Méliodas leur dit donc qu'ils sont l'espoir de Britannia. Anna dit qu'elle ne comprend pas, car Camelot était censé avoir été détruite il y a 16 ans. Téti confirme que l'ancien Camelot n'existe plus, mais que le roi Arthur, en utilisant le pouvoir des ténèbres, a créé un nouveau Camelot dans une dimension différente, en dehors de ce monde. Cependant, pour continuer à construire cette cité, il semble que le roi Arthur doive payer un certain prix. Le naïf Percival ne comprend rien, alors Téti les téléporte pour leur montrer où se trouvait Camelot et ce qu'elle est devenue maintenant. Méliodas explique que c'est la raison pour laquelle Arthur se bat contre eux. Téti dit que dans cette montagne, il y a des gisements de minéraux riches et qu'il y a des endroits où même le temps peut être déformé. Percival demande alors à Méliodas comment il sait tout cela, et Méliodas répond que cela provient d'une source fiable. Tristan demande ensuite à son père quelle est cette source, mais Méliodas ignore son fils et dit à Percival que son grand-père est le loyal chevalier sacré Varasi, qui servait autrefois le roi Arthur. Cela choque tout le monde car cela signifie que le grand-père de Percival était la source des informations. Chion demande alors à Méliodas comment il pouvait faire confiance à un chevalier du camp ennemi. Méliodas répond qu'il a fait confiance, qu'il fait confiance et qu'il continuera à faire confiance à ce chevalier jusqu'à la fin. Percival demande à Méliodas quand tout cela a commencé, et Méliodas explique que cela a débuté à la fin de la guerre sainte. À ce moment-là, le grand-père de Percival était chassé comme un traître par les autres chevaliers, alors il a cherché l'aide de Méliodas en tenant un bébé dans ses bras. Ce bébé était Percival. Comme symbole de leur amitié, Méliodas lui a donné la médaille d'Ouroboro. Méliodas révèle à Percival qu'il avait même proposé de l'adopter, mais son grand-père a insisté pour qu'il prenne soin de Percival, même si cela lui coûtait la vie. Et d'après ce que Méliodas peut voir, son grand-père a tenu cette promesse, ce qui fait pleurer Percival. Percival dit alors à Méliodas qu'ils doivent absolument vaincre le roi Arthur. Cependant, Téti leur dit que le chemin vers le Camelot de l'autre dimension est scellé. Téti révèle également que l'agent du chaos, celui responsable de la mort, était autrefois un chevalier sacré nommé Jéricho. Jéricho a réalisé qu'elle ne pouvait pas annuler le sort de restriction placé par Téti, alors elle a tué le prisonnier avant de partir. Méliodas explique ensuite que tout est lié, car les soldats d'Arthur portent une marque remplie du pouvoir sombre d'Arthur, ce qui leur permet d'ouvrir les portes connectant les dimensions. Cela signifie que, comme aucun de ces soldats ne se trouve actuellement sur cette planète, ils ne peuvent pas accéder au Camelot dans l'autre dimension. Le roi ajoute que, bien qu'il puisse s'y rendre, il ne peut pas y entrer parce qu'il appartient à la race des démons, ce qui surprend tout le monde. Percival demande pourquoi les démons ne peuvent pas entrer, et Téti explique que Camelot est protégé par un puissant sceau qui ne permet qu'aux humains de passer. C'est pourquoi la mission ne peut être accomplie que par les chevaliers prophétisés. Tristan conclut qu'ils ne peuvent rien faire d'autre pour l'instant que d'attendre que d'autres chevaliers du roi Arthur arrivent pour qu'ils puissent entrer. Tout le monde continue de discuter de la situation, tandis que Percival est excité à l'idée d'une nouvelle aventure. Méliodas rit et dit qu'il semble en effet que Percival peut vraiment apporter de l'espoir à ce monde. Plus tard, Percival saute de joie parce qu'il veut partir à l'aventure avec tout le monde, ce à quoi Anna lui répond que Méliodas a dit qu'il faudra attendre jusqu'à demain pour préparer de nouveaux vêtements et équipements, donc ils doivent patienter. Anna ajoute qu'elle est très impressionnée qu'un roi d'un royaume humain appartienne à la race des démons. Percival dit qu'il n'y a pas de problème avec Méliodas, car tout le monde dit qu'il a combattu du côté des humains lors de la guerre sainte. Anna rétorque que même si c'est vrai, c'est quand même choquant qu'il soit de la race des démons. Percival lui demande alors si elle le détesterait s'il n'était pas humain. Anna répond que peu importe qu'il soit un démon, un ange ou un loup-garou, sa personnalité est très particulière. Cela rend Percival très heureux,
et il serre Anna dans ses bras en lui disant qu'il l'aime beaucoup. Anna rougit profondément et Percival ajoute qu'il aime aussi beaucoup Natien et Donnie. Anna lui dit que même si c'est vrai, cela ne signifie pas qu'il doit les serrer dans ses bras aussi. Elle lui demande si son grand-père ne lui a pas appris à être poli. Percival lui demande pourquoi elle dit ça, et elle le gifle violemment en lui disant que l'étreindre comme ça pourrait compromettre la crédibilité du groupe. Cependant, après y avoir réfléchi un peu, elle dit qu'il peut la serrer dans ses bras de temps en temps, alors il la serre à nouveau, et elle rougit profondément, mais il ne réalise pas que Natien les observe et qu'il n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, Isolde a des pensées étranges sur Tristan, mais Gawain lui parle pour la ramener à la réalité, bien qu'elle l'ignore. En marchant, Isolde demande à Tristan comment il se sent. Tristan dit que la démonisation est plus intense qu'il ne l'avait prévu et que son corps souffre beaucoup. Isolde s'arrête et lui dit de ne pas faire de choses imprudentes pour une femme comme elle. Elle lui demande ce qu'il compte faire s'il ne peut pas redevenir lui-même. Elle lui dit que lorsqu'il a combattu la bête, elle était tellement inquiète qu'elle sentait que sa poitrine allait éclater. Gawain est ravi d'assister à ce moment romantique entre Isolde et Tristan. Tristan s'excuse auprès d'Isolde, expliquant que lorsqu'il l'a vu tomber devant cette bête, il n'a pas pu s'empêcher de perdre le contrôle. Isolde lui dit que le groupe de Tristan est là pour le protéger et lui demande de ne plus refaire une chose pareille. Tristan dit qu'il est heureux qu'elle veuille le protéger, mais lui demande la permission de rejeter ses sentiments, la laissant un peu abasourdie. Il lui dit qu'ils sont des compagnons et que les compagnons sont tous également précieux. Pendant qu'il parle, Gawain remarque que Tristan est immature et ne comprend pas sa position. Tristan dit à Isolde que les races et les personnalités dans ce monde sont diverses, mais qu'il existe des histoires de héros qui ont surmonté toutes les difficultés, comme les 7 péchés capitaux. Il dit qu'il veut que le groupe de Tristan soit comme eux. Isolde s'incline devant lui et dit, « À vos ordres », rougissant parce que Tristan la considère comme une compagne importante. Elle dit que si elle peut dédier sa vie à Tristan, elle ne désirerait rien de plus dans cette vie. À ce moment-là, Tristan lui dit de se détendre parce qu'il a quelque chose de spécial pour elle et place un ruban sur sa tête. Elle est très excitée et Tristan lui dit que cela lui va très bien, la faisant rougir encore plus. Gawain remarque que Tristan est un imbécile qui ne réalise pas qu'Isolde est amoureuse de lui. Gawain se moque ensuite d'eux en disant qu'elle va rentrer chez elle pour qu'ils puissent parler d'amour ou du fait qu'ils sont tous les deux vierges, puis elle part. Pendant ce temps, Lancelot s'ennuie avec rien à faire quand soudain une fille apparaît et le serre dans ses bras en disant qu'elle est heureuse qu'il soit venu la voir. Lancelot lui demande qui elle est vraiment et elle répond qu'elle est l'amour de sa vie. Il se met en colère et lui dit qu'elle est trop familière parce qu'elle s'est allongée sur lui, mais elle dit qu'elle adore le voir rougir. Alors qu'il s'éloigne, il semble que quelqu'un les espionnait. Plus tard, Lancelot se retrouve seul avec la fille dans une maison. Elle lui dit depuis la salle de bain qu'elle est arrivée en ville la veille avec sa servante, puis elle sort en lui montrant comment elle est habillée. Elle le serre dans ses bras en disant qu'elle a attendu longtemps pour toucher le vrai Lancelot de chair et de sang. Lancelot lui demande à nouveau d'où elle vient, et elle répond qu'elle vient de Cameliard, un petit pays non loin de l'ancienne Camelote. Il se souvient qu'elle avait fait une prédiction lorsque le groupe cherchait Gawain, ce qui signifie que son pouvoir magique est la clairvoyance. Parmi les 9 types de magie, celle de l'oracle est la plus rare. Elle lui dit qu'elle sait qu'il possède plus de 4 types de magie sur les 9, ce qui fait de lui un héros. Lancelot se demande comment elle sait cela. Elle explique que son pouvoir s'appelle kaléidoscope, ce qui lui permet de voir les événements futurs tels qu'ils se produiront, même dans ses rêves, contrairement à la magie de vision du roi Bartra de Lyonesse qui était floue et vague. Son pouvoir de kaléidoscope montre des détails précis, y compris les dates, les heures, les lieux et même les conversations. Lancelot admet qu'il ne connaissait pas ce genre de magie. Elle précise qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle voit, ses visions ne montrent que ce qui affecte sa vie ou celle de ceux qui l'entourent. Elle dit qu'elle sait tout ce qui se passera dans sa vie jusqu'à ce qu'elle ait 71 ans et meure. Elle lui demande s'il croit à son histoire, et il répond que oui, car elle a révélé des choses que personne d'autre ne pourrait connaître. Elle lui dit que d'après ce qu'elle a vu dans l'avenir, elle sera sa bien-aimée. Il dit qu'il ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire par là, puisqu'il n'est même pas sûr de l'aimer, mais elle insiste sur le fait que l'avenir qu'elle voit ne faillit jamais. Il commente qu'elle semble très confiante en son don. Elle lui dit qu'elle l'a rencontré des centaines de milliers de fois dans ses rêves. Elle raconte que la première fois qu'elle l'a vu, il avait 16 ans, qu'ils se sont rencontrés en secret dans la tour lorsqu'il avait 18 ans, qu'ils ont partagé leur premier baiser à 19 ans, et qu'il deviendra célèbre à 23 ans. À ce moment-là, elle commence à pleurer parce que quelque chose se passera lorsqu'il aura 23 ans, et ils devront se dire adieu. Cela effraie Lancelot, et elle lui dit qu'elle a vu un avenir qu'elle ne voulait pas voir. Soudain, elle s'évanouit, mais Lancelot la rattrape. Quand elle reprend connaissance, elle se met à pleurer. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble, elle lui dit que les rêves désagréables l'ont presque rendue folle, mais que son existence lui fait du bien. Elle dit qu'elle a toujours espéré le rencontrer un jour et que maintenant qu'ils sont ensemble, elle peut tout endurer. Lancelot lui demande si quelque chose de douloureux va se passer, mais elle ne répond pas, disant seulement que pleurer lui a fait du bien. Elle mentionne ensuite qu'elle sait qu'il quittera la ville demain pour chercher Camelot. Lancelot réalise que sa clairvoyance est authentique.
Elle lui dit qu'elle ne restera dans cette ville qu'aujourd'hui et lui demande s'il lui rendra visite un jour. Il devient pensif tandis qu'elle lui fait ses adieux. Lancelot lève simplement la main et elle attend qu'il dise autre chose. Son rêve se réalise lorsque Lancelot se retourne et dit qu'ils se reverront, en l'appelant par son nom, Guinevere. Cela la fait rougir et la remplit de joie. Lancelot se demande alors s'il devrait informer Méliodas à propos de sa magie. Soudain, il commence à pleuvoir, et il se demande si la prophétie est vraiment terminée. Nous voyons ensuite Guinevere rencontrer la personne qui les espionnait, ce qui est effectivement suspect. Cet homme lui demande si elle est la princesse Guinevere du royaume de Cameliard. Il lui dit qu'il est un chevalier d'un certain royaume, mais avant qu'il puisse continuer à parler, elle l'interrompt et lui dit qu'il n'a pas besoin d'être si indirect. Elle dit qu'elle sait qu'il est Ironside, le chevalier rouge. Elle lui dit de dire clairement qu'il est venu pour la kidnapper. Il est extrêmement impressionné et lui demande pourquoi, avec une capacité aussi incroyable que le kaléidoscope, si elle connaît ses intentions, elle est quand même venue à l'endroit où il se trouvait. Elle répond que ceux qui évitent le destin finissent par en payer le prix fort. Pendant ce temps, nous voyons Lancelot courir vers elle parce qu'il a un mauvais pressentiment. Soudain, Guinevere commence à lui parler télépathiquement, et Lancelot lui demande si elle va bien. Elle lui dit qu'elle va bien et qu'il ne doit pas se blâmer pour quoi que ce soit, car ce qui se passe est le destin. Elle lui dit de la retrouver pour qu'ils puissent se revoir. Lorsque Lancelot arrive, Ironside l'a déjà emmené. Pendant ce temps, nous voyons Méliodas boire de la bière en regardant la lune, et Gawain apparaît soudainement. Elle lui dit qu'elle ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion pour Tristan. Méliodas lui dit qu'il voulait lui parler en tête-à-tête depuis un moment. Elle demande qui diable a conçu la tenue qu'elle porte, et Méliodas lui dit que la personne qui l'a conçue n'est pas là pour le moment. Elle demande ensuite à Méliodas s'il pense qu'elle est vraiment prête à l'aider en combattant contre le roi Arthur, comme si elle était l'un des chevaliers de la prophétie, et dit qu'il devrait savoir qu'elle est la fille du beau-frère du roi Arthur. Elle lui dit qu'elle n'a aucune raison d'être du côté de Méliodas. Méliodas répond que, pour une raison quelconque, elle est ici, donc elle doit avoir un motif. Gawain lui dit que pour l'instant, elle agira en tant que chevalier de la prophétie, mais qu'un jour, elle pourrait les trahir. Méliodas dit qu'il n'a aucun problème avec cela. Le lendemain matin, Méliodas rassemble plusieurs chevaliers et leur dit qu'à partir de maintenant, les attaques du roi Arthur vont augmenter. Il leur dit qu'ils doivent trouver un moyen d'atteindre Camelot à tout prix et que leur voyage les mènera d'abord à Walnac, où le sort des 4 équipes sera décidé. Percival dit que c'est dommage qu'ils soient tous ensemble juste pour finir par se séparer. Méliodas explique que se diviser est la stratégie la plus efficace, et dit que les équipes de Percival et de Gawain se dirigeront vers le nord de Britannia pour collaborer à la recherche de la forêt du roi des fées. Pendant ce temps, l'équipe de Tristan cherchera au sud, au nord de l'ancienne Camelot, et Lancelot ira seul vers l'est en direction de Benwick. Cependant, Lancelot dit qu'il aimerait échanger de place avec une autre équipe. Méliodas lui dit qu'il devrait se rendre à Benwick et profiter de l'occasion pour rendre visite à ses parents, afin qu'il sache qu'il va bien. Il dit aussi à Lancelot de lui laisser la recherche de Dube, le grand géant créateur d'objets magiques. Tristan explique que Lancelot veut faire fabriquer une arme magique, c'est pourquoi il cherche Dube. Percival demande pourquoi le royaume ne peut pas simplement forger une arme pour lui, et Méliodas explique qu'aucune arme fabriquée dans le royaume ne peut supporter la force de Lancelot. Tout le monde est impressionné par ces paroles, et maintenant Donnie comprend pourquoi les armes se brisent toujours dans les mains de Lancelot. Méliodas dit à tout le monde qu'à partir de maintenant, des ennemis plus puissants et des défis plus grands apparaîtront, et il leur ordonne de faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission. Percival promet de réussir la mission, et les autres le taquinent parce qu'il est si enthousiaste. Méliodas dit à Percival qu'en lui donnant cette épée, il lui confie sa vie, car l'épée contient une partie de l'artefact qui a autrefois scellé les démons. Plus tard, à la sortie du royaume, Méliodas dit à son fils de ne rien faire d'imprudent. Élisabeth dit à Tristan qu'elle prie pour sa sécurité et lui demande de revenir vivant. Tristan promet à sa mère qu'il reviendra, et il s'en lasse. Percival commente qu'il est jaloux de Tristan parce qu'il a à la fois une mère et un père. On voit aussi Giltindé et sa femme, la princesse Margaret, dire au revoir à leur fils Fionn, et ainsi tout le monde se met en route pour leur voyage.